J'ai oublié mon téléphone sur la table après un dîner de famille. Et cette petite erreur fut la dernière chose banale que je fis avant que ma vie ne bascule. Avant de vous raconter la suite, laissez-moi vous dire qui j'étais avant cette soirée. Je m'appelle Eleanor Whitfield, et pendant plus de 30 ans, mes mains et mes yeux ont été chargés de préserver des choses que la plupart des gens ne remarquent qu'après leur disparition. Je suis restauratrice d'architecture. Je restaure les bâtiments historiques comme on restaure un corps, avec soin et patience, en respectant chaque ligne d'origine et chaque faiblesse cachée. J'ai consacré ma vie à protéger des édifices que d'autres étaient impatients de remplacer, prouvant ainsi que la préservation n'est pas de la nostalgie, mais une responsabilité. Ce soir-là devait être une fête. Mon fils Nathan y tenait. Il avait choisi le restaurant, une ancienne bibliothèque reconvertie, avec des plafonds voûtés et une douce lumière ambrée, le genre d'endroit qui inspire le prestige. Il disait que c'était pour fêter mon 60e anniversaire et mes discussions sur ma retraite. Sa femme, Brooke, était assise à côté de lui, parfaitement calme, vêtue d'une élégance discrète qui semblait pourtant calculée. La table était garnie d'assiettes délicates, le vin carafé avec précision, les voix basses et respectueuses. Pour quiconque observait la scène, on aurait dit une famille aimante rendant hommage à une matriarche. Mais dès que je me suis assise, j'ai eu un mauvais pressentiment. Pas un malaise bruyant, un malaise discret, comme un bâtiment avec une fissure invisible que seul un œil averti peut déceler. Ma vue me tracassait depuis des mois. Subtilement au début. Les plans se brouillaient sur les bords. La perception de la profondeur était incertaine. Je me disais que c'était la fatigue. L'âge. Les longues nuits passées à plisser les yeux sur des dessins. Pourtant, ce soir-là, la pièce sembla pencher imperceptiblement, comme si le sol lui-même était instable. « Maman, tu as l'air fatiguée », dit doucement Nathan en tendant la main par-dessus la table avec une sollicitude parfaitement maîtrisée. « Tu devrais vraiment ralentir. Tu n'as plus rien à prouver. » Brooke acquiesça d'un signe de tête, son sourire doux mais persistant. « Tu as construit quelque chose d'incroyable, Eleanor, mais il est peut-être temps de lâcher prise. Le stress est terrible pour ta santé. » Ma santé. Ils avaient commencé à utiliser ce mot récemment, comme un diagnostic qui justifiait chacune de leurs suggestions. Ils parlaient de responsabilité, de me protéger, de la difficulté de travailler quand la vue commence à baisser. Ils évoquaient la retraite comme un soulagement, les formalités administratives comme une commodité, la cession de procuration comme un acte d'amour. Nathan disait vouloir seulement aider, qu'il ne toucherait jamais à mon héritage. J'écoutais. J'acquiesçais. Au fond de moi, un poids pesait sur ma poitrine. J'avais bâti mon cabinet à partir de rien. J'avais lutté contre les promoteurs, les municipalités, les grandes entreprises. J'avais préservé des écoles, des cours, des églises, des lieux où la mémoire était gravée dans la pierre. Et maintenant, assise sous une lumière tamisée avec ma famille, je me sentais réduite à un obstacle qu'il fallait déplacer avec précaution. Peut-être avait-il raison, pensais-je. Peut-être devenais-je un fardeau. La dernière proposition de restauration que j'avais examinée m'avait pris plus de temps que d'habitude. J'avais omis une petite erreur de mesure, que j'avais corrigée par la suite, mais le doute persistait. Le doute est dangereux. Il ronge plus vite que la rouille. J'acceptai d'étudier les documents. Je dis que nous en discuterions bientôt. Le soulagement sur leur visage fut immédiat et indéniable. Il fut plus douloureux que n'importe quelle dispute. Le dîner terminé, je me suis levée prudemment, en m'appuyant sur ma chaise. Nathan m'a proposé de m'accompagner, mais j'ai refusé. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de prendre de la distance, de m'éloigner de cette victoire silencieuse qui brillait dans leurs yeux. Dehors, la nuit semblait vide. La rue sentait la pluie sur les vieilles pierres, mais je l'ai à peine remarqué. J'ai cherché dans mon sac pour appeler un taxi. Mon téléphone avait disparu. J'ai soupiré, agacé contre moi-même, et je me suis retournée vers l'entrée. Le restaurant était plus calme maintenant, les chaises empilées, les lumières tamisées. En entrant, un étrange silence m'a envahi, lourd et chargé d'attente. C'est alors que j'ai vu la serveuse me fixer droit dans les yeux, le visage pâle, les yeux grands ouverts d'urgence, et avant même que je puisse poser une seule question, elle s'est dirigée vers la porte et l'a verrouillée derrière moi. Tout ce que je croyais savoir s'est effondré à cet instant précis. Le clic de la serrure était doux, presque poli, mais il a résonné dans ma poitrine comme un coup de feu. Instinctivement, je me suis tournée vers la porte.
Excusez-moi, dis-je d'un ton plus sec que je ne l'aurais voulu. J'ai juste besoin de mon téléphone. Je m'en vais. La serveuse ne bougea pas. Jeune, une vingtaine d'années peut-être, les cheveux noirs tirés en arrière à l'extrême et les mains tremblantes malgré ses efforts pour paraître calme, son badge indiquait Mara. Elle déglutit difficilement et jeta un coup d'œil à la salle, puis me regarda de nouveau. « S'il vous plaît, murmura-t-elle. Vous devez me faire confiance. Je ne ferais pas ça si ce n'était pas sérieux. » Mon cœur se mit à battre la chamade. Tous mes réflexes professionnels, aiguisés au fil des décennies, me disaient que c'était mal. Une porte fermée à clé. Une inconnue qui me demandait de lui faire confiance. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui m'empêcha de la dépasser. De la peur, oui, mais pas pour elle. Pour moi. Je ne me sens pas bien, dis-je doucement. Si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Ce n'est pas une blague, répondit-elle. J'ai vu quelque chose, et une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'oublier. Mais j'ai besoin que vous restiez calme. Promets-moi que tu ne t'évanouiras pas. Le mot « s'évanouir » sonnait comme une insulte. Pourtant, la pièce tangua légèrement, comme pour se moquer de mon orgueil. J'acquiesçai d'un signe de tête. Mara me conduisit rapidement à travers un couloir étroit derrière le bar, devant des étagères de verre et des chariots à linge, jusqu'à une petite salle du personnel où flottait une légère odeur de lessive et de café brûlé. Contre un mur se trouvait un bureau avec un écran de sécurité dont la lumière était faiblement allumée. Elle referma la porte derrière nous et baissa encore la voix. « Cette caméra filme votre table, celle du dessus. » Je n'étais pas censé regarder, mais je le fis car un mauvais pressentiment m'envahit. Elle tapota le clavier. L'écran vacilla, puis se stabilisa sur des images granuleuses en noir et blanc. Je reconnus instantanément l'angle. C'était nous, ma table, mon dîner. L'horodatage indiquait 23 minutes plus tôt. Je me vis me lever de ma chaise, ajuster ma veste et sortir du champ de vision en direction des toilettes. Ma posture paraissait plus vieille que je ne me sentais, légèrement instable, vulnérable. Ma gorge se serra. Puis, dès que je fus sorti du champ de vision, tout changea. Nathan se laissa aller dans son fauteuil. La chaleur quitta son visage comme l'eau qui s'écoule dans un lavabo. Il scruta la pièce rapidement, non pas avec inquiétude, mais avec calcul. Brooke se rapprocha de lui, se plaçant de manière à masquer la table. Mon fils plongea la main dans la poche intérieure de sa veste. Je me penchai en avant sans m'en rendre compte. Il en sortit une petite fiole, transparente, fine, rien à voir avec un médicament. Il dévissa le bouchon avec une aisance consommée et la versa au-dessus de mon verre de vin. Juste quelques gouttes. Efficace. Précis. Brooke rit. Pas fort, juste assez pour laisser transparaître son plaisir. Je retins mon souffle. Mes doigts s'agrippèrent au bord du bureau pour ne pas tomber. Sur l'écran, Nathan remit la fiole dans sa poche et souleva légèrement mon verre, le faisant tourner comme pour admirer sa couleur. Il dit quelque chose. Mara se pencha et activa le micro. « Elle pense que c'est l'âge », dit la voix de Nathan, désinvolte et amusée. « Les médecins disent le stress. » Couverture parfaite. Brooke renifla doucement. Combien de temps avant qu'elle ne puisse plus rien voir? Encore 2 semaines si elle continue à boire, répondit-il. Après, elle signera n'importe quoi. J'eus l'impression que la pièce se refermait sur elle-même. Mes oreilles bourdonnaient, mes genoux fléchirent et je m'affaissai sur le sol froid en linoléum, le dos contre le meuble, le souffle court et saccadé. Mon fils, mon enfant, le garçon dont je vérifiais les devoirs à la lueur de la lampe, celui dont je tenais la main pour traverser les rues animées. Sur l'écran, Nathan mimait un tremblement, l'exagérant, se moquant de mes mains tremblantes. Brooke essuya des larmes de rire. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il savourait mon effondrement. Mara s'agenouilla à côté de moi, la voix tremblante. « Je suis tellement désolée. Je ne savais pas qui vous étiez au début. Mais personne ne mérite ça. Je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais pas crier. Je ne pouvais que fixer l'écran tandis que la vérité s'insinuait en moi. Claire et irréversible. Ce dîner n'avait jamais été une fête. C'était une répétition générale pour mon effacement. Pendant un long moment, je suis resté allongé sur le sol, le dos plaqué contre l'armoire métallique froide, le souffle court et irrégulier.
L'image sur l'écran s'était gravée dans ma mémoire, se répétant sans cesse, impitoyable. La trahison pèse lourd. Elle vous écrase la poitrine, chaque respiration semble empruntée. Mara s'est agenouillée près de moi, hésitant à me toucher. Ses mains tremblaient presque autant que les miennes à table. « Je devrais appeler quelqu'un », dit-elle doucement. « Une ambulance ou la police ?»« Non. » Le mot est sorti plus sèchement que je ne l'aurais cru. J'ai fermé les yeux et forcé ma respiration à ralentir. Pas encore. J'avais besoin de me vider la tête. Paniquer ne ferait que donner à mon fils exactement ce qu'il voulait. Mara a hésité. J'ai vu un conflit traverser son visage, mais elle a hoché la tête. « Je crois que tu devrais savoir quelque chose, » dit-elle doucement. « Mon père travaille dans la sécurité industrielle. Les cas d'exposition aux produits chimiques. J'ai grandi en entendant parler de substances qui ne tuent pas, mais qui affaiblissent, qui font douter de soi. Cela a attiré mon attention. J'ouvris les yeux et la regardai vraiment pour la première fois. Elle n'était pas seulement effrayée. Elle était certaine. Quand je l'ai vue verser le médicament, poursuivit-elle, j'ai reconnu sa façon de faire. Trop sûre de lui. Ce n'est pas un médicament, et ce n'est pas un hasard. C'est calculé. La pièce cessa de tourner. Calculé. Ce mot avait une importance capitale. Depuis des mois, ma vue baissait de façon régulière, pas de façon chaotique. Pire à certains moments de la journée. Pire après les repas, avais-je confié à Nathan. Une légère amélioration lorsque je voyageais seule pour le travail. J'avais mis ça sur le compte du stress, de la fatigue, de l'âge. Mais l'âge n'obéit pas aux horaires. Le poison, si. Un calme étrange s'installa, froid et concentré, comme l'instant qui précède une restauration complexe. Quand on identifie enfin la source du problème. Une fois la fissure visible, la peur se transforme. Elle devient surmontable. Je ne suis pas en train de mourir, dis-je à voix haute, plus pour moi-même que pour elle. Mara me regarda, surprise. Quoi? Je ne perds pas la vue naturellement. Ce n'est pas un déclin. C'est une interférence. Le mot avait un goût amer, mais il m'a aussi ramené à la réalité. Je me suis redressée lentement, testant mon équilibre. La faiblesse était toujours là, mais maintenant je la comprenais. Comprendre change tout. Merci, dis-je à Mara en la regardant dans les yeux. Ce que tu as fait ce soir m'a peut-être sauvé la vie. Ses lèvres se pincèrent. Je ne pouvais pas te laisser partir sans le savoir. Il riait. Je n'arrêtais pas de penser, si c'était ma mère. J'ai fouillé dans mon sac, sorti mon portefeuille et lui étendu plusieurs billets. Elle a commencé à protester, mais j'ai secoué la tête. Ce n'est pas un paiement pour le silence. C'est de la gratitude, ai-je dit. Mais j'ai besoin d'une chose. N'importe quoi. Tu n'as rien vu. J'ai oublié mon téléphone. Je suis revenue, je l'ai pris et je suis partie. Si on me pose des questions, voilà toute l'histoire. Mara a hoché la tête sans hésiter. Je te le promets. J'ai pris mon téléphone sur le bureau où elle l'avait posé, et je me suis dirigée vers la sortie de service. J'avais les jambes lourdes, mais le dos droit. Quand l'air frais de la nuit a caressé mon visage, la sensation était différente, plus vive, plus réelle. Je n'ai pas pleuré sur le chemin du retour. Le chagrin viendrait plus tard. Pour l'instant, j'avais besoin de reprendre le contrôle. À la maison, le silence régnait. Un silence pesant. Nathan et Brooke ne rentreraient que tard. Je ne suis pas allée dans ma chambre. Je suis allée à mon atelier, la pièce où je conservais mes premiers dessins et mes outils, où chaque surface portait le poids des souvenirs et de la précision. Assise à ma table à dessin, j'ai fixé mes mains. Elles étaient immobiles, non pas parce que le poison avait quitté mon organisme, mais parce que la peur, elle, l'avait fait. Elle croyait me détruire. En réalité, elles avaient accompli quelque chose de bien plus dangereux. Elles m'avaient réveillée. Et pour la première fois depuis que ma vision avait commencé à se brouiller, j'ai compris avec une clarté parfaite que ma plus grande menace n'était plus le temps. C'était la confiance. L'atelier était la seule pièce de la maison qui ne me paraissait jamais étrangère, même après de longues absences. Même dans la pénombre du petit matin, il m'accueillait avec une honnêteté tranquille qui faisait défaut au reste du monde. Les tables à dessin étaient exactement là où je les avais laissées.
Les plans roulés reposaient dans leurs emplacements. Des étagères de cahiers et de lames de verre tapissaient les murs, chacune étiquetée de ma propre main. Cette pièce ne m'avait jamais menti. Je verrouillai la porte derrière moi et allumai la lampe. Sa lumière blanche perça les ombres et se posa sur la table comme un chirurgien se préparant à une incision. Quoique mon fils m'ait fait ingérer, c'était intentionnel, ce qui signifiait que cela laisserait des traces. Au fond de mon sac, enveloppé dans une serviette, se trouvait le sous-verre que j'avais distraitement pris au restaurant. Une légère tache rouge marquait son bord, là où le verre avait transpiré. Je le déposai délicatement sur la table, comme une pièce à conviction. Des années auparavant, avant même de toucher à la pierre ou aux bois anciens, j'avais suivi une formation en analyse de la dégradation des matériaux. Lumière, pression, produits chimiques. Les bâtiments se détériorent pour une raison. Il en va de même pour les corps. Je sortis un petit analyseur optique portable d'un tiroir fermé à clé. Du matériel ancien, mais fiable. Je grattai le léger résidu du sous-verre sur une lame, ajoutai un solvant neutre et la plaçai sous la lentille. Ma respiration se calma tandis que je faisais la mise au point. Le schéma est apparu presque immédiatement. Il ne s'agissait pas seulement d'alcool. Un composé secondaire était présent, synthétique, structuré, conçu délibérément. J'ai refait le test 2 fois, puis une 3e pour en être certaine. Les résultats sont restés inchangés. Un agent temporaire de suppression du nerf optique, pas de lésion permanente, pas de maladie dégénérative. Une perturbation contrôlée du traitement visuel, conçue pour imiter le déclin naturel, suffisante pour semer le doute, suffisamment pour éroder la confiance, suffisante pour qu'une femme abandonne volontairement le travail de toute une vie. Je me suis adossé à ma chaise, la vérité s'abattant sur moi avec une clarté glaçante. Nathan ne voulait pas ma mort. Il voulait mon obéissance. J'ai fermé les yeux et laissé la colère monter, puis retomber. La rage était une arme inefficace. Il me fallait quelque chose de plus tranchant. Si le composé était temporaire, cela signifiait que le moment était crucial. L'exposition devait être répétée, soigneusement contrôlée. Et si l'exposition cessait, la guérison suivrait, ce qui signifiait que j'avais encore un moyen de pression. J'ai regardé l'heure. 6h30 du matin, trop tôt pour agir, trop tôt pour affronter la situation, mais pas trop tôt pour élaborer un plan. J'ai pris mon téléphone et j'ai fixé le nom de mon fils sur l'écran. J'ai hésité un instant. Puis j'ai appuyé sur appeler. Ma voix tremblait quand il a répondu. La panique transparaissait dans chacun de mes mots. Nathan, ai-je murmuré. Je vois mal ce matin. C'est pire. Tout est flou. J'ai essayé de lire mes notes, mais je n'y comprenais rien. Il y a eu un silence, juste assez long pour que je perçoive sa satisfaction, dissimulée derrière son inquiétude. « Maman », a-t-il dit doucement, « c'est exactement pour ça qu'on a parlé de prendre du recul. Le stress aggrave les choses. » J'ai dégluti difficilement, laissant mon silence parler pour moi. « Je ne veux plus lutter », ai-je dit. « Je ne veux plus faire semblant d'aller bien. » Un autre silence. Plus court cette fois. « On peut apporter les papiers aujourd'hui », a-t-il dit. « Pas besoin d'attendre. Tu devrais te reposer. »« Oui », ai-je répondu. « S'il te plaît. Aujourd'hui. » J'ai raccroché avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit. Le piège était tendu. J'ai passé les heures suivantes à me purifier du mieux que j'ai pu. De l'eau en bouteille scellée. Des aliments simples. Des compresses de vapeur me furent appliquées sur les yeux, comme je l'avais appris il y a longtemps pour soulager les effets des produits chimiques. Je ne m'attendais pas à des miracles. J'avais seulement besoin d'yeux suffisamment clairs pour exécuter la suite. Puis, méthodiquement, je parcourus la maison. Je vidai ma cuisine de tout ce que Nathan ou Brooke avaient touché lors de leur visite. Thé, compléments alimentaires, flacons d'huile, même le pot de miel qu'elle aimait mélanger à mes boissons. Tout finit à la poubelle. Dans la chambre d'amis, dissimulée dans un tiroir sous des foulards pliés, je trouvai ce que j'avais presque pressenti, de petites fioles, un liquide transparent, identique à celui que j'avais vu à l'écran. Ma main se crispa sur le verre jusqu'à presque le briser. Il n'avait jamais été question de soin, mais de contrôle, et maintenant que je connaissais la vérité, le studio derrière moi sembla approuver silencieusement. Les outils étaient prêts. Moi aussi. Je restai dans la chambre d'amis plus longtemps que nécessaire, la petite fiole de verre pesant dans ma paume.
Chaude au contact de ma peau, elle paraissait d'apparence trompeusement inoffensive. Si je n'avais pas vu les images, si je n'avais pas fait confiance à mon instinct aiguisé par des années de travail minutieux, j'aurais pu le prendre pour un médicament ou l'ignorer complètement. C'était le but. J'ai posé le flacon sur le bureau et j'ai commencé à fouiller la pièce avec soin. Non plus comme une propriétaire rangeant après des invités, mais comme une enquêtrice répertoriant une scène de crime, je me déplaçais lentement, méthodiquement, chaque tiroir, chaque placard, chaque recoin où la familiarité pouvait dissimuler des intentions. La deuxième découverte est venue de l'armoire de ma salle de bain. Nathan m'avait apporté une boîte de compléments pour les yeux quelques semaines plus tôt, avec ce sourire de fils persuadé d'être irrésistible. Pour ta vue, maman. Recommandé par le médecin. Je me souvenais d'avoir éprouvé une étrange gratitude à l'époque. Maintenant, je tournais le flacon entre mes mains et fronçais les sourcils. L'étiquette était mal collée. Un coin se soulevait trop facilement sous mon ongle. Je l'ai décollé. Sous le logo gay se trouvait une autre marque, imprimée directement sur le flacon d'origine. Minimaliste. Austère. Un symbole que j'ai immédiatement reconnu. Il appartenait à Méridian Développement. J'ai eu un mauvais pressentiment. Méridian n'était pas une entreprise pharmaceutique. C'était un conglomérat immobilier impitoyable, connu pour acquérir des propriétés protégées, les priver de leur statut légal et les raser pour en tirer profit. J'avais bloqué 3 de leurs projets majeurs au fil des ans, invoquant des clauses de préservation et des désignations historiques pour lesquelles ils me méprisaient. Ce n'était pas un hasard. Je poursuivis mes recherches, le pouls régulier m'effroi. Dans un tiroir de rangement derrière des draps de rechange, je trouvai une petite boîte en carton. À l'intérieur se trouvaient d'autres fioles identiques en taille et en forme. Chacune était marquée de minuscules codes gravés. Il ne s'agissait pas d'un empoisonnement opportuniste. C'était un approvisionnement. C'était un plan. Je m'assis sur le bord du lit, le poids de la réalisation me pesant sur la colonne vertébrale. Nathan n'avait pas agi seul. Il avait été aidé, soutenu, équipé. Méridian ne voulait pas seulement de mon entreprise. Il voulait me voir partir. Mon cabinet était le dernier rempart entre eux et une série de sites historiques protégés, d'églises, d'écoles, de salles municipales, de bâtiments qui ne pouvaient être démolis tant que j'en aurais l'autorité. Si je me retirais, ces protections s'effondreraient en quelques semaines. Il se servait de mon fils comme moyen de pression, ou pire. Je suis retourné au studio et j'ai tout étalé soigneusement sur la table. Le flacon, la bouteille de compléments alimentaires modifiés, les photos prises avec mon téléphone. L'épreuve exigeait un ordre. J'ai repensé au dîner, à l'impatience de Nathan, au sourire de Brooke, à leur empressement à accélérer la signature. Tout s'éclairait. Ils n'attendaient pas mon refus. Ils le provoquaient. Le téléphone sur le comptoir a vibré. Le nom de Nathan s'est affiché à l'écran. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, puis j'ai répondu. « Maman », a-t-il dit d'une voix plus légère qu'elle n'aurait dû l'être. « Brooke et moi serons là vers 14 heures. Ça te convient ?» « Bien sûr », ai-je répondu en adoucissant ma voix. « Je serai là. Je ne vais nulle part. » Quand l'appel s'est terminé, j'ai pris une grande inspiration. La trahison n'était plus seulement personnelle. Elle était idéologique, éthique. Ils ne se contentaient pas de me détruire. Ils effaçaient des décennies de protection, de souvenirs, d'attention, et ils me croyaient trop faible pour les arrêter. J'ai commencé à préparer la maison pour leur arrivée, non pas comme un lieu de reddition, mais comme une scène. J'ai répété le tremblement de mes mains jusqu'à ce qu'il paraisse convaincant. J'ai laissé mes épaules s'affaisser. J'ai disposé des papiers en désordre là où ils s'attendraient à de la confusion. Chaque mouvement était délibéré. Ils voulaient une femme fragile. Je leur en donnerais une. Et pendant qu'ils la regarderaient tomber, ils ne remarqueraient jamais le sol se dérober sous leurs pieds. Le crissement des pneus sur l'allée de gravier m'est parvenu avant même que la sonnette ne retentisse. J'étais déjà assise dans le salon, enveloppée dans un vieux châle de laine, le dos légèrement voûté, le regard absent. J'avais choisi cette pièce avec soin. Elle laissait passer juste assez de lumière pour accentuer la faiblesse, juste assez d'ombre pour masquer la lucidité. Lorsque Nathan et Brooke entrèrent, ils le firent avec l'assurance de ceux qui croient l'issue inévitable. Nathan portait un porte-documents en cuir fermement plaqué contre son flanc. Brooke suivit,
une boîte de pâtisserie joliment nouée d'un ruban à la main. Son expression était sereine, presque joyeuse. « Maman », lança Nathan d'une voix forte, comme si le volume pouvait à lui seul compenser l'empathie. « Comment te sens-tu » Je clignai des yeux 2 fois avant de répondre, en étirant mes pattes. « Oh, Nathan, tu es déjà là. J'ai dû perdre la notion du temps. » Brooke s'approcha et posa la boîte sur la table. « On t'a apporté quelque chose de sucré. Il faut que tu gardes des forces. » Je me penchai légèrement en avant, plissant les yeux pour déchiffrer la boîte, comme si j'essayais de la reconnaître à sa seule forme. « C'est le gâteau à la vanille que j'aime ? Je n'arrive plus à le reconnaître. Tout a une drôle d'odeur ces derniers temps. » Ils échangèrent un regard. C'était bref, mais je l'ai vu. Nathan s'éclaircit la gorge. « C'est normal. Le médecin a dit que des distorsions surviennent quand les nerfs sont stressés. Ce n'est rien de grave. » J'acquiesçai, m'accrochant à ces mots comme un enfant apeuré s'accroche à une voix rassurante. « Si tu le dis, je te fais confiance. » Cette phrase eut un effet sur lui. Je vis ses épaules se détendre. La confiance était la monnaie qu'il attendait. Il ouvrit le dossier et le posa sur la table. « On veut juste en finir pour que tu puisses te reposer. Tu n'as pas besoin de tout relire. C'est exactement ce dont on a parlé. » Ma main tremblait en attrapant le stylo. Je le laissai vaciller entre mes doigts. « Oh là là, je suis si maladroite aujourd'hui. » Brooke se pencha vers moi, sa voix douce et mielleuse. « Ce n'est rien. Prends ton temps. » J'abaissai le stylo vers la page, puis poussai un petit cri, comme surprise par mon propre geste. Mon coude heurta le pichet d'eau posé à côté des papiers. Il bascula. L'eau se répandit sur les documents dans un flot soudain et limpide. L'encre bavait instantanément. Les signatures se brouillèrent. Les sceaux officiels se déformèrent et disparurent sous nos yeux. « Oh non !» m'écriai-je en me levant brusquement et en faisant basculer ma chaise en arrière. J'ai tout gâché. Je gâche tout ces temps-ci. Le visage de Nathan s'empourpra avant qu'il ne se reprenne. Un bref instant, la colère l'envahit, trop vive pour être dissimulée. Puis elle disparut. « Ce n'est rien, » dit-il d'un ton sec. « On peut en imprimer une autre copie. » Je secouai la tête en me tordant les mains. Le notaire est probablement fermé maintenant. Je suis vraiment désolé. Je voulais faire les choses correctement. Brooke inspira profondément, puis sourit. C'est peut-être mieux ainsi. Il ne faut pas te presser. Je levai les yeux vers eux, les yeux embués et empreints de sincérité. Le conseil de préservation se réunit dans 2 jours, n'est-ce pas? Cette grande réunion dont tu as parlé, où tout le monde sera présent. Nathan hésita. Je pourrais le signer là-bas, poursuivis-je, devant tout le monde. Comme ça, personne ne pourra dire que tu m'as forcé. Tout le monde verra que je t'ai tout donné de mon plein gré. Un silence s'installa entre nous. Puis Nathan hocha lentement la tête. Oui, c'est logique. Le public est plus en sécurité. Un soulagement fugace traversa le visage de Brooke. Ils pensaient que le délai jouait en leur faveur. Nathan sortit pour prendre un appel, prétextant avoir besoin d'air. Brooke, elle était assise, absorbée par son téléphone, son attention se relâchant dès que je détournais le regard. Je me suis levée lentement et me suis dirigée vers le couloir, faisant mine de monter à l'étage. Au lieu de cela, je me suis arrêtée juste avant le palier et me suis tournée discrètement vers la fenêtre donnant sur le jardin. La voix de Nathan parvenait clairement de la terrasse. « Elle est pire que ce qu'on pensait », dit-il d'un ton suffisant. Elle avait du mal à tenir le stylo. Elle signera à la réunion du conseil. Pas de problème. Une voix déformée répondit par le haut-parleur. Bien. Dès que c'est fait, procédez immédiatement. Nathan rit. On ne perdra pas de temps. Les permis iront vite. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, tout sera perdu. Je me suis éloignée de la fenêtre, le cœur froid et immobile. Ils pensaient que le spectacle était terminé. Ils étaient loin de se douter que ce n'était que le début. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Assise à mon petit bureau dans ma chambre, lumières éteintes, la maison silencieuse autour de moi, je repassais en boucle les paroles de Nathan jusqu'à ce qu'elles perdent toute émotion et ne deviennent plus que de simples informations. Les permis, immédiatement délivrés.
Il ne prévoyait pas une transition. Il préparait un effacement. Juste avant l'aube, j'ai passé l'appel que j'avais évité. Daniel a répondu à la deuxième sonnerie. Éléanore. Il avait l'air surpris. Il est tôt. Je sais, ai-je dit. J'ai besoin que tu me fasses confiance, et j'ai besoin de toi maintenant. Il y a eu un silence. Alors, je pars. Daniel Mercé était mon associé depuis bien avant que Nathan ne s'intéresse à mon travail. Historien de la structure, méticuleux et obstiné, il comprenait une chose mieux que quiconque, les documents survivent aux hommes. Protéger le papier, c'est protéger la vérité. 1 heure plus tard, nous roulions vers le nord, loin de la ville, en direction d'une étendue de terre que la plupart des cartes ne prenaient même plus la peine d'indiquer. Le brouillard était épais, enveloppant la route d'un silence anonyme. Je n'ai pas donné beaucoup d'explications, seulement que mon fils m'avait trahi et que le travail de toute une vie était en danger. Daniel n'a pas posé de questions. Il n'en posait jamais quand quelque chose était aussi important. Nous nous sommes arrêtés devant un bâtiment d'archives municipales délabré, voué à la fermeture depuis des années. L'enseigne était délavée, le parking désert. Pour n'importe qui d'autre, l'endroit semblait abandonné. J'ai ouvert la porte latérale avec une clé que je portais à ma bague depuis 20 ans. À l'intérieur, l'air était imprégné d'une odeur de poussière et de vieux papiers. Nous sommes descendus 2 niveaux sous terre, longeant des rangées d'étagères inutilisées et des armoires scellées. Tout au fond, derrière une cloison, j'ai composé un code et posé ma paume contre une plaque de métal froide. La cloison a coulissé. Daniel a expiré lentement. Éléanore, qu'est-ce que c'est? C'est grâce à cela que Sterling a survécu à toutes les tentatives de rachat hostile pendant 3 décennies, ai-je répondu. Et c'est aussi grâce à cela que Nathan échouera. À l'intérieur se trouvait un coffre-fort. Ni argent, ni bijoux, mais des titres de propriété, des chartes de restauration originales, des conventions de préservation, des avenants signés à l'encre qui avaient encore force de loi. Chaque bâtiment que mon cabinet avait protégé y était représenté, avec des clauses si profondément ancrées qu'aucun transfert public d'autorité ne pouvait les invalider. J'ai tendu un dossier à Daniel. Autorisation de contingence. Si je suis déclarée incapable ou contrainte, tous les droits reviennent à la fiducie de préservation, que je contrôle seul. Il feuilleta les pages, les yeux écarquillés. Tu n'as jamais parlé de ça au conseil. Je n'en ai parlé à personne, répondis-je. Pas même à Nathan. Daniel referma soigneusement le dossier. Ils ne peuvent pas toucher au monument. Non. Et s'ils essaient, poursuivis-je, leur tentative constituera une atteinte criminelle au patrimoine protégé. Je déposai le flacon et la bouteille de compléments alimentaires modifiés sur la table. C'est un complot. Daniel leva les yeux vers moi, une sorte de fierté dans le regard. Il te croit fragile. Je me permis un léger sourire. Il pense que l'âge m'a affaibli. En réalité, il m'a appris où cacher les fondations. Au lever du soleil, nous avions des copies en sécurité à 3 endroits, le service juridique prévenu et les avis de contingence préparés. Le lendemain, lorsque Nathan arriverait à la réunion du conseil, confiant et impatient, il entrerait dans une salle où toutes les sorties seraient déjà condamnées. Il l'ignorait encore. La salle du conseil était déjà pleine à craquer à mon arrivée. De longues tables en bois, des microphones parfaitement alignés. Des plaques nominatives polies jusqu'à un éclat mat. Des gens qui me connaissaient depuis des décennies me saluèrent poliment d'un signe de tête à mon passage, leurs expressions mêlant respect et inquiétude. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Eleanor Whitfield démissionnait. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Nathan était assis près de l'avant, Brooke à ses côtés, tous deux vêtus comme pour une victoire. Il se leva en me voyant et me tendit le bras avec une attention exagérée. Je l'ignorai et continuai mon chemin. Ma vision était claire, imparfaite, mais honnête, lucide, suffisante. Quand on appela mon nom, je me levai.